week-end à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition rétrospective sur BSC TV. À la une de l'actualité, une semaine après sa nomination par le président de la République, le gouvernement Tshibala a été investi ce mardi 16 mai 2017. Les 59 membres de ce nouveau gouvernement, maintenant investis, sont chargés d'emmener les Congolais aux élections et d'améliorer le social de ce dernier. 4 axes essentiels vont donc constituer les objectifs à atteindre de ce nouveau gouvernement, notamment l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées, arrêter la dégradation de la situation économique, améliorer les conditions de vie de la population congolaise, mais aussi restaurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Et puis, 17 mai 1997, 17 mai 2017, 20 ans jour pour jour, les Congolais se souviennent de l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. L'entrée qui occasionna la fin du règne du maréchal Mobutu. 20 ans après, l'ancien ministre de la Justice sous le règne de Laurent Désiré Kabila, Moïse Kongolo, plaide pour que cette date soit pérennisée au profit de la jeunesse congolaise. Et enfin, après l'évasion à la prison centrale de Makala le mercredi 17 mai, occasionnée par les adeptes de Bunduzi Congo venus libérer leurs chefs, l'heure est au bilan. Les ministres de la Justice et garde de Sceaux, Alexis Ntambwe Mwamba, reconnaît que les dégâts causés par cette évasion sont importants. Cependant, le ministre a révélé que le dossier des évadés sont intacts, mais il promet renforcer la sécurité à ce centre pénitentiaire. Une semaine après sa nomination par le président de la République, le gouvernement Tshibala a été investi ce mardi 16 mai 2017. Les 59 membres de ce gouvernement chargés d'emmener les Congolais aux élections et améliorer le social du Congolais a été investi sont des députés des groupes parlementaires UDPS et alliés et du RASOP. Après la présentation de son équipe gouvernementale, dans son programme, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a brossé 4 axes essentiels sur lesquels travaillera son gouvernement, à savoir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées, arrêter la dégradation de la situation économique, améliorer les conditions de vie des Congolais et enfin instaurer et restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la RDC. Sur les 4 missions du gouvernement Brouchi, le Premier ministre a promis d'offrir aux Congolais des meilleures élections de son histoire dans le délai convenu dans l'accord du 31 décembre, mais aussi intégrer le vote de la diaspora congolaise à l'élection présidentielle. Sur l'économie, il s'engage à maintenir la discipline budgétaire, à mobiliser les ressources en combattant la fraude fiscale et la contrebande. Mais il a annoncé également des sanctions contre les autorités politiques, militaires et policières qui couvriront la contrebande. Concernant le social, pas des promesses sensationnelles. Le Premier ministre promet de ne pas emmener aux élections les fonctionnaires de l'État non rémunérés et des Congolais affamés, afin de ne pas les laisser être corrompus par les politiques les mieux offrants. Il a promis de soutenir l'autonomisation financière des filles et femmes par l'octroi des kits de plus ou moins $300 grâce au partenariat avec la BOA. Aussi étendre le programme des jeunes diplômés de l'administration publique au portefeuille de l'État. Poursuivre la construction des écoles dans le pays, mais également lutter contre les maladies endémiques. En ce qui concerne la sécurité, le Premier ministre Bruno Tshibala a salué les efforts du gouvernement sortant dans la lutte contre les milices, surtout dans le Kasaï. Une lutte qu'il compte d'ailleurs poursuivre. Pour ce faire, il promet l'amélioration des conditions de vie des militaires, des policiers et agents de sécurité. Cependant, pour arriver à réaliser toutes ces missions, le Premier ministre demande la participation de tous les partenaires de la RDC, mais sans immixtion dans les affaires internes du pays. Le Premier ministre Bruno Tshibala a annoncé que les portes de la primature et de ses ministères resteront ouvertes pour recevoir les propositions des uns et des autres afin de mener à bon port les missions leur confiées. Il est lieu de noter que le début de cette plénière a voulu être perturbé par des députés opposés à cette investiture. Remise et reprise à la primature entre le Premier ministre sortant Sami Badibanga Nzita et l'entrant Bruno Tshibala Nzenze. Une cérémonie discrète et sobre qui s'est déroulée ce jeudi 18 mai à la primature à Kinshasa. Selon des sources proches du secrétariat général du gouvernement, le Premier ministre sortant Sami Badibanga aurait demandé à ce que cette cérémonie soit sobre et à la limite discrète. C'est à cette allure qu'on a eu droit à une cérémonie brève entre les 2 transfuges de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Pendant ce temps, d'autres cérémonies de remise et reprise ont eu lieu, mais dans plusieurs ministères qui ont vu leur tutelle changer de tête. Investi mardi 16 mai dernier au Palais du Peuple à Kinshasa,
Il était l'heure pour les gouvernements Tchibala de franchir la nouvelle étape, celle de la remise aux reprises. Son prédécesseur Sami Badibanga s'y attendait depuis le 7 avril 2017, jour de sa démission et, en même temps, de la nomination de son successeur, Bruno Tchibala. Ultimatum lancé par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange le vendredi 12 mai dernier et publié le 13 mai 2017 appelant le signateur de l'accord du 31 décembre à présenter l'air délégué au Conseil national de suivi de l'accord expire ce lundi 15 mai 2017. Initialement destiné à Etienne Tshisekedi intuitu personae avant sa mort, la présidence du CNSA ne reviendra pas nécessairement à une personnalité du rassemblement. Vu cette hypothèse, les listes de candidatures soumissionnaires à cette nouvelle institution d'appui à la démocratie sont attendues pour la désignation du futur président du Conseil national de suivi de l'accord. Déjà, parmi les plus favoris à ce poste, le voix se penche vers les 4 figures emblématiques de l'accord du 31 décembre, à savoir Vital Kamerhe, Joseph Elongankoy, Eve Bazaïba et Fidel Babala. La bataille est désormais lancée dans les états-majors de partis politiques, quitte aux plus vaillants de remporter pour s'y positionner à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Le séminaire atelier organisé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari pour l'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales s'est clôturé dans la soirée du jeudi 18 mai dernier à Kinshasa. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ce séminaire d'évaluation, parmi lesquelles celles de participants qui estiment qu'il faut un dialogue constructif entre l'exécutif et les législatifs provinciaux sur la gestion de provinces. Les députés provinciaux, quant à eux, ont recommandé d'exploiter à bon escient leur pouvoir de contrôle au lieu de verser dans le règlement de compte. Par ailleurs, le gouvernement provinciaux ont été invités à garantir une bonne gestion de ressources de la province en assurant la transparence dans la gestion des affaires politiques en concertation avec les assemblées provinciales. Vous vous souviendrez que cet atelier a été initié par Emmanuel Ramazani Shadari dans le souci d'offrir un cadre propice à la réflexion sur les causes ou l'instabilité des institutions afin de proposer des pistes de solutions pour un avenir meilleur de province. Une nouvelle ère se profile désormais à l'horizon. Un nouveau climat se dessine dans le ciel congolais. La gouvernance des provinces doit donc prendre ici un nouveau départ. Aucune institution provinciale, aucune donc, ne pourra plus se permettre de fonctionner ou d'évoluer en base clos. Autant les assemblées provinciales devront donner aux exécutifs provinciaux les édits dont ils ont besoin pour gouverner et changer le visage de ces provinces, autant également les exécutifs provinciaux ont l'obligation de rendre compte aux assemblées provinciales et de solliciter les outils pour gouverner. Le séminaire atelier organisé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari pour l'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales s'est clôturé dans la soirée du jeudi 18 mai dernier à Kinshasa. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ce séminaire d'évaluation, parmi lesquelles celles de participants qui estiment qu'il faut un dialogue constructif entre l'exécutif et les législatifs provinciaux sur la gestion de provinces. Les députés provinciaux, quant à eux, ont recommandé d'exploiter à bon escient leur pouvoir de contrôle au lieu de verser dans le règlement de compte. Par ailleurs, le gouvernement provinciaux ont été invités à garantir une bonne gestion de ressources de la province en assurant la transparence dans la gestion des affaires politiques en concertation avec les assemblées provinciales. Vous vous souviendrez que cet atelier a été initié par Emmanuel Ramazani Shadari dans le souci d'offrir un cadre propice à la réflexion sur les causes ou l'instabilité des institutions afin de proposer des pistes de solutions pour un avenir meilleur de province. Une nouvelle ère se profile désormais à l'horizon. Un nouveau climat se dessine dans le ciel congolais. La gouvernance des provinces doit donc prendre ici un nouveau départ. Aucune institution provinciale, aucune donc, ne pourra plus se permettre de fonctionner ou d'évoluer en base clos. Autant les assemblées provinciales devront donner aux exécutifs provinciaux les édits dont ils ont besoin pour gouverner et changer le visage de ces provinces, autant également les exécutifs provinciaux ont l'obligation de rendre compte
aux assemblées provinciales et de solliciter les outils pour gouverner. Membre du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, appelle les acteurs politiques congolais à tout mettre en œuvre pour la tenue des élections transparentes et apaisées dans les meilleurs délais. C'est au cours d'une session extraordinaire organisée du 11 au 14 mai à Kinshasa sous les thèmes « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sous la montagne, ne peut être cachée » qu'ils ont lancé cet appel. Il faut des élections au Congo pour normaliser la vie politique, a martelé le modérateur du synode national, Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani. Il est important de noter que le prélat protestants ont invité le chef de l'État à tenir compte de tous les accords déjà signés. Et nous avons évoqué plusieurs aspects qui montrent que la classe politique ne dit pas la vérité au peuple congolais. Ils vont aux accords, ils les signent, et puis quand ils les brandissent, c'est de manière intéressée et partielle. Il faut qu'on dise toute la vérité au peuple congolais afin que le peuple, qui est déjà mûr après autant d'années d'indépendance, soit à mesure de se faire une opinion exacte par rapport au cheminement. Et donc, il faut se référer à la déclaration pour voir ce que nous avons dit pour chaque acteur de ces 12 qui ont été ciblés. En outre, les évêques de l'ECC ont demandé au gouvernement congolais d'accompagner la CENI dans la mise en œuvre de ces opérations en mettant de moyens à sa disposition. Ils ont par ailleurs félicité la CENI pour avoir franchi la barre de 22 millions d'électeurs. 16 mai 1997, 16 mai 2017, cela fait 20 ans jour pour jour que le président Mobutu avait fui la République démocratique du Congo au profit de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDEL. Après 32 ans de règne au pouvoir, c'est en cette date que le maréchal du Zaïre avait pris la direction de l'aéroport d'Ingili, sans gyrophare ni sirène, direction le Maroc pour un exil sans suite. Après l'échec des négociations sous l'égide de Nelson Mandela et d'Omar Bongo, Laurent Désiré Kabila avait annoncé que Mobutu était fini, qu'il n'aurait plus les pouvoirs et qu'il était assiégé. Après s'être effrayé en chemin vers l'exil, l'invincible et l'éternel Mobutu Sese Seko atterrit à Gbadolité, sa ville natale. Là, il sera malmené par deux cancers, le cancer de la prostate et celui des côlons. Convaincu par le sien, Mobutu quitte Gbadolité pour une dernière demeure, le Maroc. Il y demeure en exil pendant 5 mois avant de succomber des suites du cancer à Rabat. Et c'est au lendemain de la fuite du roi du Zaïre, le 17 mai, que les troupes de l'AFDEL entrent victorieusement à Kinshasa, sans aucune résistance des forces armées zaïroises. Accueillis par les Quinois en libérateurs, les Kadogo, ces jeunes soldats aux tenues trop larges et aux bottes en caoutchouc noir, occuperont tous les coins et recoins stratégiques de la capitale pour accueillir Laurent Désiré Kabila, qui dirigera la République démocratique du Congo pendant 4 ans. Après ces 20 ans, cette libération du pays de la dictature de la Deuxième République devrait faire objet de réflexions et de prise de conscience. Les Congolais devraient continuer à défendre leur pays contre toutes sortes de dictats d'où qu'ils viennent. Ce, pour honorer la mémoire de Laurent Désiré Kabila, libérateur et héros du peuple congolais. 17 mai 1997, 17 mai 2017, 20 ans jour pour jour, les Congolais se souviennent de l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa, occasionnant du coup la fin de règne du maréchal Mobutu. Le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDEL sont entrés triomphalement dans la capitale du Zaïre, qui sera rapidement après rebaptisée République démocratique du Congo. L'entrée de l'AFDEL à Kinshasa a mis fin aux 32 ans d'un règne dictatorial. 20 ans après, l'ancien ministre de la Justice, sous le règne de Laurent Désiré Kabila, Mwenze Kongolo, plaide pour que la commémoration de cette date soit pérennisée au profit de la jeunesse congolaise. Mwenze Kongolo a estimé que le 17 mai 1997 est intervenu effectivement la libération du Zaïre-Congo. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, cette date n'est pas passée inaperçue. Sous la coordination du secrétaire général Henri Mova-Sakani, cadres et militants se sont mobilisés à travers une marche pacifique qu'a eu pour point de chute le Château de Kinshasa. Devant les membres du parti présidentiel, Henri Mova-Sakani a présenté un bilan très positif de 20 ans de libération de Congolais par Mouzé Kabila de la dictature mobusienne.
Après l'évasion de la prison centrale de Makala le mercredi 17 mai, occasionnée par les adeptes des Bundu Diamayala venus libérer leur chef Nemwandan Semi, l'heure est au bilan. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe-Mwamba, a dit à la presse jeudi 18 mai que les dégâts causés par les évadés sont importants. Cependant, leurs dossiers sont restés intacts. Le ministre promet de renforcer la sécurité à ce centre pénitentiaire et recommande aux évadés de revenir à la prison. Les dégâts sont très importants. La seule chose positive, c'est que les dossiers de tous ceux qui sont condamnés et qui ont fui sont restés intacts. Les deux greffes sont intacts. Nous avons donc par conséquent les dossiers pour tous ceux qui sont actuellement en cavale. Donc c'est la chose la plus positive que aussi bien le procureur général de la République et moi-même avons constaté. Nous avons mis en place une commission d'enquête qui est en train d'approfondir le dossier. Il est évident qu'une prison n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais ici c'est quelque chose qui a été programmé, qui a été voulu, parce que la plupart des prisonniers en fait ont été forcés à quitter leur cellule. Mais si, parce qu'il y a eu des morts. Parmi ceux qui ont été avec eux, qui ont été abattus, c'est bien eux en fait, c'est clair. Et l'objectif était très clair, c'était de faire sortir Nemwandan Semi de la prison et créer la confusion à cette occasion-là. Donc sur cette question-là, à savoir qui étaient les auteurs, nous n'avons aucun. Nous allons renforcer la sécurité. Dès aujourd'hui, je vais demander à mon collègue de la Défense d'envoyer les éléments du génie militaire pour apprécier les travaux qu'il faut pouvoir faire. Et nous allons équiper également la prison de caméras de surveillance aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'enquête tourne pour le moment. Nous aurons de résultats de cette enquête et nous prendrons les mesures nécessaires. Pour des raisons d'enquête, je ne peux pas les donner. Mais nous les avons déjà. Ceux qui veulent revenir, donc s'il y a ceux qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer. Flori Kabange-Numbi, procureur général de la République, qui accompagnait le ministre de la Justice, a fait savoir que l'absence des dossiers et le manque des procès pour de nombreux détenus depuis des mois n'étaient que des rumeurs. Le chef de la police de la ville de Kinshasa, Célestin Kanyama, a quant à lui indiqué que la police va arrêter tous les évadés sans dérapage selon les dossiers de chacun. 390 miliciens tués, 85 policiers et 39 militaires aussi tués, c'est le rapport à mi-parcours des opérations militaires qui ont été menées dans les provinces de Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Ce bilan a été annoncé lundi 15 mai par le général Léon Richard Kasonga, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. D'après lui, ces militaires et policiers ont été tués dans les opérations lancées dans les provinces précitées depuis le mois de mars. Le porte-parole des FARDC a aussi indiqué que 9 militaires sont portés disparus alors que 26 policiers et militaires ont été tués. Par ailleurs, le même rapport indique que 245 insurgés Kamwina-Nsapu se sont rendus, parmi lesquels 54 mineurs. 160 miliciens ont été capturés lors de ces opérations, a fait savoir le général Léon Richard Kasonga. Lors de ce face-à-face avec la presse, le porte-parole des FARDC a invité les leaders communautaires de l'espace kassaïen à sensibiliser les insurgés afin qu'ils déposent les armes. Un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait très rapidement être testé dans la zone touchée par la maladie dans les Bas-Ouélé. Cette annonce est de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, faite par son directeur du programme de gestion des situations d'urgence, le Dr Peter Salama, aux médias le jeudi 18 mai. D'après Peter Salama, les préparatifs sont en cours. L'OMS pourrait potentiellement lancer une campagne de vaccination en une semaine environ si toutes les conditions sont remplies. Cette vaccination est appelée vaccination en anneau ou en ceinture. Cette méthode consiste à vacciner des cercles ou des groupes de gens en contact avec un malade, d'abord des proches, puis des sujets qui ont été en contact avec eux, et ainsi de suite. Seraient également vaccinés les travailleurs du domaine de la santé. Une telle campagne, fait remarquer M. Salaman, devrait faire face à d'importants défis logistiques, car le vaccin doit être conservé à une température de moins de 80 degrés Celsius et être acheminé vers une zone isolée. Mener cette opération dans une zone sans télécommunication, sans route et sans un grand réseau électrique, ce sera un énorme défi, a ajouté le docteur Peter Salama. Ici de rappeler
qu'il y a une semaine, les autorités de la RDC ont annoncé que le pays faisait face à une 8e épidémie d'Ebola depuis sa découverte en 1976. Et c'est dans la zone de la santé de Likati, dans la province des Baouélé, que la maladie a été détectée. 16 médecins et infirmiers de nationalité française, belge et congolaise viennent de réussir les premières interventions chirurgicales à cœur ouvert à Kinshasa le 15 et le 16 mai au centre de chirurgie pédiatrique Maman Olive Lembe Kabila au sein de la clinique Ngaliema. Ces hommes en blouse blanche sont parvenus à arrêter momentanément le cœur de 2 patientes et à les réanimer après les interventions réussies sur une jeune fille et une dame d'une quarantaine d'années. Ces 2 interventions réussies ouvrent une nouvelle ère des traitements de certaines maladies cardiaques. Désormais, les malades dont les cas nécessitent les interventions chirurgicales à cœur ouvert peuvent espérer ou croire en leur guérison en se faisant soigner sur place en RDC. Signalons par-dessus le marché, ces interventions ont pu avoir lieu grâce au projet congolais pour les enfants congolais appuyé par la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila. Le centre culturel Le Monde de Flamboyant a ouvert ses portes au grand public pour l'exposition dénommée Dynamique en ce mois de mai 2017. À son adresse au sein de la banque TMB à Kinshasa-Gombe, les artistes créatifs, innovants mais aussi ouverts au monde, laissent parler leur passion pour la peinture avec des tableaux inspirés pour la plupart des réalités qui les entourent. Du 12 mai au 12 juin 2017, Le Monde de Flamboyant offre la possibilité de découvrir ces femmes et hommes d'exception qui font parler leurs arts. Makaya, dont l'œuvre est accompagnée par 2 fils conducteurs, la place de la femme dans la société et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tobé, inspiré par la fumée qu'il exploite comme matériel, est victime d'un incendie à la suite duquel elle souffrira des brûlures. Mais la fumée est aussi à ses yeux un symbole de renaissance et de liberté. Kalala, lui, ressort l'intérieur de l'homme dans ses œuvres, cet intérieur qui, au fait, caractérise l'homme. Pedenda pousse la femme musulmane à voir plus loin, au-delà de son voile qui caractérise sa faiblesse, raison d'yeux d'aigle sur ses portraits. Ngagaro s'inspire, lui, de la légende Mamiwata pour inciter à la vigilance et à la prudence. Et enfin, Nkobo se questionne sur la ville de Kinshasa. Elle s'est construite d'une part et de l'autre se détruit vu les constructions éphémères. Tous ces artistes ont été félicités par le secrétaire général de l'AICA, Association internationale de culture et art. L'artiste fait passer son message sur la toile, son action, son esprit, ses attentes et ses déceptions. Chauffeur, c'était l'artiste, ça n'a pas écrit dans le prospectif de l'art que le travail de l'artiste se fera dans un confort intellectuel décroissant. L'artiste doit être le pôle agissant de la croissance universelle. À cela, j'ai dit bravo les artistes pour le travail éloquent que vous avez réalisé. Ces artistes congolais font vivre un Congo routillant et fascinant. Les visiteurs, lors du vernissage de cette exposition, n'ont fait que exalter les talents de ces jeunes artistes âgés de 24 à 35 ans, dont les œuvres sont bien au-delà de leur âge. Voilà, moi ce qui m'a plu, c'est tout d'abord de voir la jeunesse épanouir, donc émerger en fait. Dans chaque œuvre, il y a toujours un message qui se cache derrière. Donc dans tout ce que je pense que le tout m'a beaucoup plu, et parce qu'il y a des différents styles, il y a des choses qu'on n'a pas encore découvert et qui sont nouveaux, donc ça fait plaisir de voir ce genre de réalisations, quoi. Je trouve cette exposition très riche par sa diversité. Il y a vraiment un potentiel extraordinaire de la part des artistes ici sur place. On est impressionné par le travail de ces gens et leur créativité, leur sens de la créativité. J'ai été très impressionné. J'ai pu m'entretenir et voir un peu le travail qu'il y a derrière l'artiste, Madame Géraldine Tabé, qui réalise un travail assez extraordinaire. Mais dans l'ensemble m'a séduit. Le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, d'où est issue la majorité d'artistes, a encouragé l'initiative du Monde de Flamboyant. Henri Kalama Akulez a martelé que cette expo est une source d'inspiration pour certains, mais aussi pour lui. Je suis venu pour me nourrir, moi-même d'abord en tant qu'humain, et surtout découvrir, voir l'éclosion, n'est-ce pas, de ces anciens sociétaires de l'Académie des Beaux-Arts
qui font du bon chemin. Et surtout saluer l'initiative du monde flamboyant qui ne cesse de soutenir les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts ou les anciens étudiants de l'Académie des Beaux-Arts face à une carence criante, n'est-ce pas, des espaces d'expression, ou je voulais dire des salles d'exposition. Et l'initiateur et curateur de cette exposition dynamique, Diki Songele Zatoumwa Franck, le souci est de promouvoir l'art congolais. Il a aussi donné les conditions, les méthodes, bref, la base de sélection des artistes qui exposent. Nous voulons faire preuve qu'en République démocratique du Congo, il y a des talents qui flamboient encore jusqu'à aujourd'hui, pourvu qu'on nous donne lieu d'expression. Aujourd'hui, l'on peut le dire avec beaucoup d'assurance que l'action artistique est en train d'accomplir ses pas. Et dit action, c'est ce qui apporte, c'est ce qui contribue au développement d'une société de manière intégrée et intégrale. Nous sélectionnons les artistes d'abord sur une base de créativité. En fait, c'est cette ferme volonté de vouloir s'affirmer. C'est l'affirmation de soi. Ici, de noter que les visiteurs peuvent s'acquérir des œuvres d'art et d'encourager les artistes. Cependant, la banque TMB qui donne l'espace d'expression à ces artistes ne retire rien des frais de vente de ces tableaux. Le ministre de la Défense ivoirien Alain Richard Doahi a annoncé dans la soirée du lundi 15 mai sur la radio-télé ivoirienne RTI en sigle qu'un accord avait été trouvé avec le militaire au 4e jour de la minuterie en Côte d'Ivoire, et c'est là sans en préciser les modalités. Difficile de dire lundi soir si l'appel au calme lancé par le ministre ivoirien de la Défense a été entendu par les soldats mutins. C'est pas un coup d'État, c'est nos papas. On a besoin de lui, mais le ce qui est de droit, il n'a qu'à nous remettre. Nous on veut qu'il remette notre argent, on rentre en caserne. C'est nos papas, il est président de la République. On veut lui aujourd'hui et demain, mais on veut nos primes pour que nos populations travaillent. À Boaké, le quartier des Maquis, au centre du pays, la situation semblait paisible malgré quelques tirs en l'air. Il est important de noter que ces militaires attendaient dans la soirée du lundi si les reliquats des primes revenant à 7 millions de francs CFA qu'ils continuent de réclamer seraient versés intégralement, partiellement, immédiatement ou mensuellement. Par ailleurs, comme la grande muette continue d'être silencieuse du côté de la défense, les spéculations vont bon trait à Boaké. En outre, la seule vertu immédiate de cette annonce est peut-être d'avoir permis à la Côte d'Ivoire d'éviter les pires qui pouvaient être un affrontement direct entre frères d'armes. Emmanuel Macron est devenu ce dimanche 14 mai à 39 ans le 8e président de la 5e République française. C'était lors d'une cérémonie de passation du pouvoir avec François Hollande. Après la cérémonie d'intronisation, Emmanuel Macron s'est rendu à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Contrairement à d'autres présidents européens, Emmanuel Macron n'a pas prêté serment, mais plutôt a été proclamé président de la République française par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Le nouveau chef des armées a ensuite rendu une visite surprise au chevet des soldats blessés au combat à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. La traditionnelle cérémonie à l'hôtel de ville de Paris a donné lieu à un bain de foule pour le couple présidentiel. Et parmi les défis à relever d'Emmanuel Macron, un nouveau premier ministre éminent est attendu et une visite à Berlin afin de rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Macron suit ainsi la tradition désormais bien établie voulant que le premier déplacement à l'étranger du président de la République soit pour l'Allemagne. Par ailleurs, au cours de cette première rencontre, le nouveau couple franco-allemand abordera les questions auxquelles ils tiennent tous deux, telles que la sécurité, l'économie et les investissements, ainsi que la protection sociale et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. À présent, place au rappel des titres. À la une de l'actualité, une semaine après sa nomination par le président de la République, le gouvernement Tchibala a été investi ce mardi 16 mai 2017. Les 59 membres de ce nouveau gouvernement, maintenant investis, sont chargés d'emmener les Congolais aux élections et d'améliorer le social de ce dernier. 4 axes essentiels
vont donc constituer les objectifs à atteindre de ce nouveau gouvernement, notamment l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées, arrêter la dégradation de la situation économique, améliorer les conditions de vie de la population congolaise, mais aussi restaurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Et puis, 17 mai 1997, 17 mai 2017, 20 ans jour pour jour, les Congolais se souviennent de l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. L'entrée qui occasionna la fin du règne du maréchal Mobutu. 20 ans après, l'ancien ministre de la Justice sous le règne de Laurent Désiré Kabila, Mwenze Kongolo, plaide pour que cette date soit pérennisée au profit de la jeunesse congolaise. Et enfin, après l'évasion à la prison centrale de Makala le mercredi 17 mai, occasionnée par les adeptes Bundudia Congo venus libérer leurs chefs, l'heure est au bilan. Les ministres de la Justice et garde-dessous Alexis Ntambwe Mwamba reconnaît que les dégâts causés par cette évasion sont importants. Cependant, le ministre a révélé que le dossier des évadés sont intacts, mais il promet renforcer la sécurité à ce centre pénitentiaire. Cette édition rétrospective est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.